Bonjour à tous, bienvenue dans le dernier épisode d'En été avec Beckett. Ça y est, on y arrive. Et on reprend notre quête initiatique avec l'archéologue le plus connu du monde des ténèbres. Après être passé rapidement et avoir jeté Rasputin dans l'océan au large de Rio de Janeiro, notre ami Beckett reprend son vaste et long voyage à la recherche toujours du livre, le livre de la guerre des tombes, et ça tombe bien, puisqu'il se trouve que, de passage en Libye, il s'aperçoit qu'il y a une grande vente aux enchères qui va être faite, avec plein d'objets qui évidemment rappellent beaucoup de choses du monde des ténèbres, notamment donc, l'accord entre les Ravnos d'Havana et Salubriens, qui était en gros un deal qu'ils avaient fait juste avant la destruction des Salubriens par la main des Trémères au début du Moyen-Âge. Le chapeau, la casquette de Samuel Heath, avec, on vous dit, les traces de peau et des cellules ADN, ce qui évidemment renvoie au scénario gratuit, au petit scénario pas cher de Loup-garou 20e anniversaire, qui permettra de ressusciter l'écorcheur. Le fameux livre de la guerre des tombes, un poème d'Hélène, donc qui était évidemment la Mathusalem très balèze à Chicago. L'épée nulle, donc l'épée nulle, c'est une espèce de grosse épée qui était possédée, qui était le seul moyen de détruire un démon, qui pouvait revenir en main pour aller détruire une très très vieille vampire qui s'appelle Tiamat, qui vit en Angleterre, et le penthouse du prince Lodin, donc, qui évidemment, feu a été pulvérisé à la fin de Under a Blood Red Moon. Et donc Aisling envoie un petit message à Beckett en disant « Fais quand même attention, t'es peut-être pas le seul qui serait intéressé par les enchères. » Ils se font tirer dessus avec Serena, et l'histoire continue où finalement Beckett repart, rencontre pas mal de gens pour pour continuer à essayer de récupérer le livre, pour finir dans une sorte de grande réception qu'a lui à Paris, à Strasbourg, pardon, pas à Paris, où il va rencontrer un peu des personnes des cas curieux, disons, dans le monde des ténèbres, avec des lignées très rares, avec notamment donc, un vrai Bruja, donc les Brujas qui descendent directement antédiluviens, et pas de troll qui a diabolisé son sire, avec un homme de pierre, avec une fille de la cacophonie, donc qui sont capables de chanter, on rappelle, c'est une sorte de lignée des toréadors ou des Malkaviens, on n'est pas sans souvenir. L'homme de pierre, c'est une sorte de quintif extrêmement puissant, et Lucita n'hésite pas à prévenir Beckett de faire attention. Il y a Khurshid qui revient aussi, donc Khurshid c'est le Cappadocien, ce qui montre que c'est un peu comme la foire du trône mais à Strasbourg, parce qu'ils sont extrêmement puissants, et ils n'ont pas l'air d'avoir la moindre appréhension de se faire toper par qui que ce soit d'ailleurs, chercher des noises. Plusieurs fois, l'espèce de cohorte de parias vient à rappeler à Beckett qu'attention, il n'est pas le seul à être sur la trace du livre de la guerre des tombes, parce que ce livre peut potentiellement donner la localisation d'un tombeau de ce qui semblerait être un antédiluvien, et l'antédiluvien en question attire des gens comme Dylan Bruce, dont on a déjà parlé, qui est un infernaliste sur la liste rouge, et une certaine Kemin Thierry. Et Kemin Thierry, c'est un personnage qui est assez important dans l'histoire du monde des ténèbres, qui apparaît assez tôt. C'est je crois que c'est la plus vieille enfant c'est une 4e génération. C'est la plus vieille enfant de Seth. Sauf que contrairement à Seth, elle est en porte-à-faux avec Seth. Elle a été transformée en vampire uniquement par rancœur, par Seth, et c'est une ancienne prêtresse d'Isis. Ce qui veut dire que potentiellement, elle connaît un sort que tout le monde s'arracherait, que tous les Sétites tueraient pour avoir, et pas mal de gens d'ailleurs, qui est le livre, le rituel de vie. Et le sortilège de vie permet de créer des momies. Donc les momies, c'est des gens qui peuvent se réincarner. Donc ils sont mortels, vous les tuez, ils reviennent, hop là, au bout de 200 ans. Et ils sont assez puissants, c'est des puissances alchimistes. Et ça, c'est un enjeu qui est crucial pour tous ceux qui sont versés dans le monde égyptien, en tout cas dans le monde des ténèbres. Donc c'est les momies, c'est les mages de l'ordre d'Hermès, c'est évidemment les Sétites. Mais en tout cas, Kemin Thierry, tout le monde la veut, elle est complètement folle, et elle est très puissante. C'est là où Beckett tombe sur un peu l'autre pendant, donc les gens qui l'alertent aussi sur Kemin Thierry et compagnie, c'est des Alastors. Donc les Alastors sont souvent c'est des archontes, donc c'est des serviteurs de la Camarilla qui sont déportés et qui ont un statut spécial. Leur job, c'est de trouver, traquer et détruire
les membres qui sont sur la liste rouge. Donc c'est des sortes de US Marshal qui ont accès à la liste des Most Wanted et qui cherchent à les détruire. Parce que le truc, c'est que, bon, évidemment, les gens de la liste de rouge sont un danger pour la Camarilla, pour la mascarade, ce que vous voulez. Mais aussi, souvent, ils ont insulté, ou c'est un terrible affront pour un certain clan, donc le clan offre une prime. Et une prime de clan est extrêmement puissante. C'est-à-dire que c'est pas juste une personne, ça veut dire que les plus vieux vampires du clan, donc ça peut être le conseil intérieur de Vienne pour les Trémères, ça peut être, je sais pas moi, ça peut être Hardestadt, ça peut être des gens comme ça. Et puis les vampires sont allés voir le cercle intérieur et ont été voir le représentant de leur cercle intérieur et ont dit il faut que ce vampire soit détruit parce que c'est un affront même au clan. Un exemple typique, Enkidu. Enkidu, c'est surnommé The Noah, donc le Noé. C'est un quatrième génération féral, donc il a plus d'intelligence techniquement. Et quand il était jeune, le troisième, donc Gangrel et Noya, lui a dit tu sais quoi, il y a des races de créatures fabuleuses qui vont mourir parce que la magie s'arrête, parce que l'homme est débile, parce qu'il y a des gros billes qui traînent à chaque coin de rue. Donc je vais les prendre et je vais les fusionner avec ta chair. Ce qui fait que, littéralement, un peu comme The Thing, quelque part, de Carpenter, Enkidu possède des créatures en lui. Et il est une sorte de gardien de zoo. Sauf que ce qui est marrant, c'est que finalement, le fait d'avoir plusieurs créatures, plusieurs personnalités en lui, fait qu'il a muté, et il est devenu complètement fou, et évidemment, il est complètement schizophrène. Et il a un aspect qui est tout gentil, il est une jeune fille assez sympa, puis le reste du temps, c'est un espèce de vieux démon de 3 mètres qui peut arracher la tête à n'importe qui. Donc évidemment, les gangrels sont en mode comment dire c'est eux qui ont mis un trophée sur lui. Mais évidemment, dans un monde parfait, ils aimeraient le capturer vivant, ne serait-ce que pour récupérer les créatures qu'il abrite, mais c'est très compliqué. Et à chaque fois, il y a ça. Mais c'est pas forcément une créature du clan qui a mis le trophée. Donc, par exemple, Kementri, de tête, je crois que ça doit être Kementri, ça doit être les ventrus qui l'ont mis parce qu'elle a roulé dans la farine des ventrus durant plus d'un siècle. Enfin bref, on passe. Et les Alastor, si vous récupérez un trophée de clan, donc si vous arrivez à tuer, félicitations, quelqu'un qui est sur la liste rouge, déjà vous êtes marqué à vie, c'est-à-dire qu'en gros vous avez une marque sur la tête, sur votre main qui dit vous êtes un gros bill, félicitations. Mais surtout, le trophée, la faveur que vous récupérez auprès du clan est monstrueuse. Ça veut dire que vous avez le droit de diaboliser quelqu'un, ça veut dire que tous les membres du clan sont obligés de vous aider, ce qui est méga balèze, j'en passe à des meilleurs. Donc évidemment, il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus, parce qu'en face, les types qui sont sur la liste rouge, comme vous vous en doutez, c'est des méga gros billes. Donc c'est très difficile de récupérer, de réclamer son trophée. S'ensuit donc une liste potentielle des gens qui pourraient être ajoutés à la liste rouge, ce qui préfigure le fait que la liste rouge va changer en V20. D'ailleurs, c'est déjà le cas, parce que dans la V20, les gens qui sont sur la liste rouge ne sont pas exactement les mêmes que dans le bouquin original qui date de la deuxième édition, ce qui est normal, il y a quand même 20 ans qui se sont passés. Mais dans les listes, dans les gens potentiels qui peuvent arriver, il y a Marcus Vittel, qui a décidé de créer son propre royaume à Washington, Beckett, parce qu'il fait chier tout le monde. Lisette Cordoba, c'est une très jeune vampire, mais qui justement a un pouvoir sur Occupy Wall Street, donc c'est assez récent. L'homme de pierre, parce que c'est un caïtif, et qui semble avoir créé une internationale des lignées orphelines. Sandip Doudza, c'est un humain qui est l'un des principaux gestionnaires de l'Arcanum. Donc l'Arcanum, c'est un institut de recherche humain qui veut avoir le maximum d'informations sur le monde des ténèbres, mais sans aucune velléité. Leur but, c'est pas de tuer les vampires, c'est rien, mais c'est juste accumuler du savoir, et ça fait suer beaucoup de gens. Et Karna, évidemment, parce qu'il a fait sécession de la lignée Trémère. Le maître des corbeaux qu'on a déjà vu, Dante Rossellini, donc c'est le Giovanni qui aurait potentiellement réduit en esclavage le fantôme de l'ancien justicare Pétrodon. Donc Pétrodon, c'était le justicare des Nosferatu, qui menait une guerre contre les anarques. Il a été one-shot par des anarques, et donc Rossellini a dit c'est cool, je vais en faire un fantôme. Ce qui évidemment fait un peu tirer la gueule aux Nosferatu. Et Gwenyel Ferch Arwin, je ne sais plus, je crois que c'est la chef des sectateurs du culte de Mithras, qui est pas ouf. Donc voilà, et donc ce qui fait que Beckett, sentant que c'est vraiment la merde, arrive à localiser le tombeau.
Et qu'est-ce qu'il va faire? Se disant que il y a peut-être un antédiluvien qui se balade dans le tombeau, que ça craint, que ça va peut-être activer la GN, il fait un appel, il appelle la Justice League, et il y a tous les personnages vignettes qui débarquent. Donc vous avez, il y a Théobel, il y a Sacha Vikos qui est là, Mika Vikos, Lucita, il y a Khalil, donc qui est le Ravnos, bon bref, il y a tout le monde, Oculus, c'est la Dream Team. Donc ça se chante, ça fait des petites blagues comme dans Avengers, et ils finissent par arriver en Égypte où potentiellement ils vont trouver le tombeau. C'est là où le mystère est en train de discuter avec El Vampiro Mysterio, qui je suis pas sûr de qui c'est, je suppose que c'est un sabbatiste. Et le mystère dit bon écoutez, bonne chance mon ami, nous allons rester en retrait, ce qui veut dire que l'inconnu dit c'est trop chaud, nous on va se planquer. Il y a un petit passage par la fin, c'est que ils finissent après leur grande discussion, la Suicide Squad, la Justice League repart au Castle d'Ombre pour retrouver enfin la trace, pour trouver le coffre, le tombeau, et c'est dans le château des Ombres, donc le Castle d'Ombre, c'est là où vivait l'antédiluvien Sombra, qui est mort. Et là, boum badaboum, il y a Dylan, Bruce, Kemi Thierry qui arrive, et un ou deux autres, et c'est la grosse. Et Petanica. Donc Petanica, c'est pas qu'elle joue à la pétanque, mais c'est une. De tête, Petanica, c'est une Malkavienne complètement folle, anti-tribu, qui est anti-sabbat, mais qui bosse avec des danseurs de la spirale noire. Donc en fait, elle a un culte de loup-garou méga vénère, méga corrompu avec elle vénère le ver, c'est un cauchemar. Et donc il y a tous les margoulins qui arrivent et qui commencent à faire la grosse baston contre nos héros, ce qui finit un peu comme d'habitude, et ça je trouve que c'est un peu le truc naze, avec la grande discussion où ils disent ouais ils arrivent et puis c'est la baston et heureusement Lucita me file un coup de main, et, enfin bref, il y a Valerius aussi tant qu'à faire. Donc Valerius c'est un infernaliste qui faisait partie qui fait partie de la Red List. Donc c'est vraiment c'est comme dans Justice League quoi. Il y a les gentils, les méchants, ou comme le générique des X-Men, le dessin animé quand j'étais petit, où il y avait Magneto d'un côté avec ses mecs et le professeur Xavier de l'autre. Donc c'est boum badaboum. Ils arrivent à triompher, ils ouvrent le sarcophage, et là ça se finit. C'est marrant parce que c'est Anatole qui raconte l'histoire, puisque parce que c'est un Malkavien avec beaucoup de specs. Et ils disent non mais le djihad c'est pas ce que vous pensez, le djihad est en train de changer, il s'inverse, réveillez-vous et contemplez le monde mis en dessous, le cycle se renouvelle, les alphas deviennent les omégas, puisque le chapitre s'appelait les omégas. Il y aurait tant de choses à dire, tant de choses à faire, je pense que cette fois je vais aller répandre cette bonne parole. Et on arrive sur... donc on a fini concrètement quasiment le livre, on arrive sur les fins, qui donnent une sorte de dénouement potentiel à l'intrigue de Beckett, qui peut être utilisé par vos joueurs, mais bon, c'est un peu... voire c'est très très compliqué, parce que on est sur un niveau... Enfin, je sais pas, c'est comme si, pour moi, dans Vampire, vous jouez plutôt... Pour moi, dans Vampire, si je vais prendre un parallèle avec, je sais pas moi, Marvel, vous jouez les Marvel Knights, vous jouez le Punisher, vous jouez Iron Fist, vous jouez les mecs qui se baladent dans la rue à New York, quoi, et vous battez contre des types qui sont un peu balèzes, mais ça s'arrête là, sur une ville. Et là, on vous présente les Avengers, les trucs cosmiques, les machins, donc c'est un peu, ça fait un peu mal à la tête, quoi, on va dire. On vous propose donc des différentes pistes, surtout sur comment lier les PJ avec la confrérie de petites lignées que vous avez vues, les Cassides, les machins, les samedis, les trucs. Il y a tout un pitch sur qu'est-ce qu'il y a dans la boîte de Pandore, donc qu'est-ce qu'il y a en fait dans le sarcophage qui est trouvé à la fin. Là, c'est assez rigolo, en fait, il y a plein de trucs. Donc il y en a un, c'est vous ouvrez la porte et vous tombez sur un second génération qui est pas mort. Il est parfaitement serein, et puis il dit voilà, non mais vous inquiétez pas, en fait les antédiluviens ils sont beaucoup moins balèzes que vous pensez, bon allez salut, je me barre. Il y en a un autre où il le réveille, c'est un monstre minéraire, en gros il sort et il commence à bouffer tout le monde, donc pas de bol, vous avez commencé la GN. Il y a une sorte d'alliance, la Talmarais est très contente d'avoir ça. Il y en a une où finalement il n'y a que des cendres, donc ça ne sert pas à grand chose, à part pouvoir utiliser les cendres pour les vendre ou faire des espèces de trucs puissants. Et sinon, vous ouvrez et c'est Seth, donc Soutek qui est dedans, et il dit c'est parti, je vais reprendre le contrôle de l'Afrique du Nord, et c'est la grosse baston avec tout le monde. Enfin bref, c'est libre à vous encore une fois d'inventer ce qu'il y a dans la boîte, mais parfois le mystère est plus intéressant que sa révélation.
Et donc on finit avec Briser le djihad, qui est juste une lettre qui est ouverte par Beckett pour finir son histoire, en disant bah, je vais essayer de trouver un moyen. Finalement, peut-être que le djihad, c'est. Enfin, c'est une conclusion de synthèse, quoi, c'est une conclusion de mémoire. Et il vous explique que bah, j'ai appris beaucoup de choses en voyageant à travers le monde. J'ai vu des princes très puissants, j'ai vu des sangs clairs, j'ai vu des nouvelles espèces de vampires, j'ai vu des vieux vampires qui sont devenus des jeunes vampires. Peut-être que tout est cyclique, que je suis très triste, voilà, que Anatome m'ait trahi, mais j'ai toujours plein de potes et j'espère qu'on deviendra potes. En tout cas, n'essayez pas, il faut essayer de mettre un terme au djihad. Ne faites pas, enfin justement, exposer les ficelles des marionnettistes parce que sinon, parce que c'est la seule chose qu'ils craignent. Ce qui me rappelle beaucoup la fin d'un jeu vidéo que j'aimais beaucoup qui s'appelle Legacy of Kain Defiance, qui était une très très grande série de jeux vidéo avec des scénarios absolument incroyables et qui se finissait par une tirade shakespearienne qui disait maintenant la main du maître du jeu est exposée, les fils du marionnettiste sont mis à nu et je suis laissé avec cette terrible et si amère illusion qui est l'espoir. Et le jeu s'arrêtait comme ça, et putain, c'était quelque chose. Donc tout ça pour vous dire qu'après ce tour d'horizon que Beckett nous a exposé, on arrive sur la dernière notule mécanique que vous reconnaissez avec le liseré vert, qui est la méta-intrigue, qui est une sorte de synthèse qu'essaient de faire les personnes qui ont écrit ce livre sur ce que ça implique de faire une méta-intrigue. La méta-intrigue est à la fois l'une des choses les plus révérées et les plus détestées du monde des ténèbres, de Vampire la Mascarade. Vous prenez 10 joueurs de vampires, vous leur demandez ce qu'ils pensent du métaplot, et je peux vous assurer que de la méta-intrigue, et je peux vous assurer que autant ouvrir une bière et puis regarder le spectacle parce que vous êtes parti pour des heures et des heures et des heures de discussions qui sont toujours aussi incroyables que quand il y a des mecs qui discutent des bienfaits de Microsoft et de Linux. Enfin bref, c'est sans fin, quoi. Donc l'idée c'est que pourquoi intégrer un métaplot ? C'est parce que le métaplot vous permet essentiellement de faire croire à vos joueurs que le monde est plus vaste que leur bout de ruelle. Et c'est ça en fait l'idée des métaplots, c'est dire qu'il y a un monde qui vit au-delà de la perception des joueurs. À la base, c'est une très bonne idée. Le problème, c'est que quand le métaplot devient tellement important, que les joueurs ont la sensation que ce qu'ils font à leur échelle locale n'a pas d'impact sur le monde. Et ça, c'est très très casse-gueule et très, très compliqué. La bonne idée de ce chapitre, c'est de vous donner des cas pratiques. À chaque fois, vous dire, les justicars, pourquoi ils sont importants le métaplot ? Parce qu'ils évoluent, parce qu'ils montrent qu'il y a des conflits qui existent, qu'il y a des justicars qui meurent, des justicars qui prennent leur place. Un autre cas pratique, c'est Jürgen von Verden. Alors je sais même plus qui c'est, mais c'est potentiellement une identité cachée de Hardestadt, donc qui était l'un des plus vieux ventrus qui se cachent dans le monde. Le livre de la guerre des tombes, est-ce que c'est vraiment un livre qui sert à quelque chose, qui peut déclencher la gêne, ou c'est juste un truc complètement nul ? Des petits tips, par exemple, dire finalement, s'il y a des gens qui ne vous intéressent pas, mettez-les au placard. Et ensuite, on a vraiment la mise à plat de la méta-intrigue, ce qui est vraiment chouette. Hein. C'est pour un bouquin qui est vraiment fixé sur 500 pages quand même, qui a été fixé sur... On va vous résumer tout ce qui s'est fait dans le monde des ténèbres, enfin dans Vampire la Mascarade en termes d'histoire. Là, on a curieusement un chapitre assez générique qui est utilisable par tout le monde. Et qui essaie de résoudre le problème de la méta-intrigue dans ce qu'elle a d'étouffant. Donc on vous explique pourquoi faire une méta-intrigue, donc c'est aussi parce que c'est pour vous montrer que l'univers évolue, quelles sont les choses qui ont été accomplies aussi, c'est-à-dire que finalement, le monde de vampires, il a un passé. Et ce passé vient créer des ricochets dans les événements d'aujourd'hui. Donc la narration, c'est moins important, c'est un pitch à peu près, c'est pour vous récapituler toutes les choses qu'a vu Beckett jusqu'ici, donc assez simple. Donc qu'est-ce que c'est qu'un métaplot ? Dans Vampire, c'est ce qu'ont fait les anciens et leur impact. Par exemple, Mithras, la guerre des sectes, c'est facile, Camarilla, Sabbath et Talmarae. Ce que font les clans indépendants, puisque les clans sont indépendants uniquement dans le but d'avoir leur propre machination. Les Giovanni veulent amener la mort veulent déchirer le goulet. Les Sétides veulent réciter Seth. Les Ravnos veulent plus ou moins empêcher leur antédiluvien de détruire le monde et ils veulent détruire les autres antédiluviens. Et les Assamites, eux aussi, veulent
veulent reprendre le contrôle, une sorte de guerre civile. Plusieurs manières d'intégrer la méta-intrigue, soit c'est passif, c'est juste en toile de fond, donc comme je vous disais, c'est en dehors de votre ville, soit c'est réactif, c'est-à-dire que il se passe des choses dans la ville, dans votre ville, qui impliquent des PNJ extrêmement importants du monde, ou des événements que vous allez vivre, par exemple, je sais pas moi, la guerre civile à Mexico City, du Sabbat, ou direct, c'est que vous faites carrément partie, vous allez prendre... Il y a Théo Bell qui arrive, qui rejoint votre coterie, et vous allez casser la gueule à Marcus Vittel. Bon, l'interprétation des personnages iconiques, alors je sais pas s'ils sont vraiment iconiques, mais je pense que c'est plutôt des délires de concepteurs de jeu. Mais les conseils sont pas débiles, hein, soyez cohérents, ça s'applique. En fait, ça s'applique à tous les PNJ. Quand vous avez un PNJ qui revient plusieurs fois, soyez cohérent, c'est-à-dire qu'il ne peut pas changer du coq à l'âne. Faites-en des alliés des compagnons, ça c'est un classique aussi, c'est-à-dire qu'il doit être assez proche de vos personnages et assez récurrent pour qu'ils s'attachent à vous. Règle classique et standard de n'importe quel jeu de rôle. Si vous voulez faire mal à un joueur, tuez le chien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les joueurs, vous leur donnez un chien au début de l'histoire, et quasiment à la fin de l'histoire, vous tuez le chien. Et vous voyez ce qui se passe, et je peux vous dire que... alors que si vous tuez un mec, si vous leur donnez un PNJ à chaque scénario, et qu'il meurt, ça va se finir comme les Red Jackets, les mecs en rouge dans Star Trek, quoi. Il y en a un qui meurt à chaque épisode, et tout le monde s'en fout. Et d'ailleurs, je pense à The Boys, le comics, où, le chien, c'est quelque chose. N'en faites pas les antagonistes principaux, parce qu'ils sont tellement balèzes qu'ils vont vous défoncer, c'est pas compliqué. Et évitez les détails, c'est-à-dire quoi, le problème c'est que Vampire c'est 30 ans de méta-intrigue. Vous pouvez pas lire la fiche Wikipédia, la fiche du vieux wiki White Wolf de Théo Bell, ça n'a aucun intérêt. Tout ce que vous avez à savoir, c'est que c'est un type, il est archonte très loyal de la Camarilla, il est prêt à salir les mains, il sait se battre, et finalement il est assez loyal dans ses amitiés. Vous savez que Vico, certes, c'est un monstre, il torture les gens, il éclate tout le monde, mais peut-être que, dans le sens de sa recherche, il pourrait voir un intérêt à manipuler ou utiliser les joueurs, etc. etc. Ensuite, on a un exercice que j'aime bien, puisque c'est quelque chose que je fais moi au quotidien, que je fais quasiment chaque semaine, religieusement, depuis quasiment 6 mois maintenant, dans AAGN, c'est à quoi ressemblait la méta-intrigue dans chacune des éditions de Vampire. Dans la première édition, la méta-intrigue n'existe pas en soi. Elle est très très succincte, il y a très peu de choses. C'est essentiellement Chicago by Night, donc c'est échelle locale, Milwaukee by Night. Il y a un monde des ténèbres, mais qui est très lointain. On commence à parler des loups-garous, des mages, mais ils sont esquissés, ils ne sont pas encore construits. Et c'est pareil, là, la Camarilla existe, mais on ne joue que 7 clans dans la V1, il ne faut pas oublier. Les indépendants sont introduits, le sabbat est très nébuleux. Seconde édition, c'est là où on met en scène la guerre éternelle et secrète entre les jeunes et les vieux. C'est vraiment le cœur du bouquin, c'est pour ça qu'il y a un bouquin sur les anarques, un bouquin sur Elysium, sur les anciens. C'est là où on commence aussi à... Puisque les autres univers sont façonnés, on commence à mettre de la méta-intrigue entre différents jeux. C'est là où ça commence à se casser la gueule. Il y a des crossovers, il y a l'introduction de la main noire, donc l'espèce de 3e siècle qui manipule tout le monde, et il y a les grands scénarios fleuves, les Giovanni Chronicles, les Transylvania by Night, et c'est aussi là où le sabbat devient jouable. Donc l'échelle n'est plus du tout la même. Enfin, la Revise, donc la 3e édition, c'est le moment où le métaplot devient vraiment actif. C'est-à-dire que jusqu'ici, on proposait des pistes, maintenant c'est fini. C'est-à-dire qu'il y a Antelios, il y a une lune rouge qui est dans le ciel, qui amène à des éléments complètement destructeurs. Les antédiluviens se réveillent, Baba Yaga s'est réveillée, Baba Yaga se fait détruire, les gangrels quittent la Camarilla, on est vraiment sur la fin du jeu, et c'est là où le métaplot bouffe tout sur son passage. Et la V20 qui... c'est marrant, je crois qu'il y a une... c'est marrant, je pense qu'ils avaient dû mettre un truc V20, ils ont retiré le titre. Je pense qu'il y a eu une faute. Où la V20, on essaye un peu de faire un mix de deux, on revient plus sur l'essence du vampire, qui essaie de faire un melting pot de tout. C'est-à-dire qu'on ne veut plus vous étouffer avec des personnages qui existent depuis énormément de temps, mais on vous en propose de nouveaux. Je pense à Children of the Revolution, qui est une liste de PNJ que vous pouvez intégrer, qui sont pas très balèzes, mais qui peuvent rendre votre histoire intéressante. On remet l'aplomb sur les anarques, qui redeviennent une force en présence, et on vous donne plein de pistes dans le secret des clans et le secret des lignées, pour rendre vos clans plus intéressants. Mais sans jamais vous contraindre, en fait. C'est ça la grande intelligence de la V20, c'est que vu que c'est essentiellement une édition qui est basée sur les règles,
nonobstant ce livre, il n'y a pas de métaplot. Et le métaplot, il s'arrête où vous voulez. Et je trouve que dans Loup-garou, c'est encore mieux foutu parce que Loup-garou, il me semble qu'il y a un supplément qui vous donne des pistes uchroniques, qui vous dit qu'est-ce qui se passerait si les Feyre avaient survécu, qu'est-ce qui se passerait si machin, et je pense que c'est une très très bonne idée de le mettre un peu à part, et dans Mage, c'est que du bonheur, parce que dans le bouquin de base qui fait 700 pages, on vous donne carrément des petits blocs en vous disant ça c'est un élément du métaplot, par exemple la corruption des méchants mages qu'on appelle les Néfandis, qui sont, pour aller très vite, des infernalistes, et vous pouvez dire en fait ils sont quasiment morts, ou ils ont corrompu un petit peu tout le monde, ou finalement ils sont partout et personne ne le sait. Et ça c'est fait pour chacun des éléments, avec à chaque fois une récapépète de ce qui s'est fait. Donc concrètement, ce qu'il y a là, vous avez ça dans Mage Ascension, dans le bouquin de base, dans quasiment une page sur 10, et c'est vraiment c'est vraiment génial. Moi, je trouve que Mage Ascension, V20, le bouquin de base, c'est un véritable chef-d'œuvre. Mais bon, ça c'est même s'il y a quelques illustrations craignos, mais c'est pas non plus. Et voilà, on a fini le journal de Beckett. Donc j'espère que un été avec Beckett vous a plu. C'est vraiment difficile parce qu'au début j'ai commencé, j'étais hyper motivé en me disant ouais, ça va le faire, et puis il y a un moment où le problème c'est que vous dites déjà c'est sorti en VF, donc vous pouvez le lire, et c'est plus très intéressant parce que ça reste un exercice stylistique de narration, à savoir que c'est essentiellement des petits bouts d'histoire, et à part essayer de localiser tout ce que je sais moi du métaplot, donc au début c'est facile parce que Dirty Secret de Black Hand je le connais bien, il y a pas mal de choses que je connais. Quand on commence à arriver sur un peu les trucs exotiques, vraiment, par exemple les Laibons, les vampires d'Afrique, ou les Pisanobes et les vampires sud-américains, ça devient beaucoup plus un exercice assez casse-gueule. Il y a le mérite quand même, c'est vrai, que d'essayer de faire ce bouquin, parce que c'est quand même c'est assez couillu d'avoir fait un bouquin comme ça, et aussi de faire un teaser de la V5, puisque il y a beaucoup de choses dans ce livre. Vous noterez quand même que l'un des thèmes récurrents, c'est la relativisation de tous les fondements de Vampire la Mascarade. Les trémères antédiluviens, les trémères anti-tribus peuvent revenir. Les antédiluviens sont pas si balèzes que ça. Les clans sont pas si monolithiques que ça. Le sabbat possède beaucoup de factions différentes. Les anarques sont plus puissants qu'on le pense. Les lignées arrivent à survivre. Les nécromanciens sont dispersés en dizaines de lignes, sont en gros une dizaine de lignées. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. La diablerie n'est pas la fin. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc vraiment, c'est le but, c'est ça. Le but, c'est de pas... Bon, ça n'apporte aucune réponse claire, c'est ça aussi un peu le côté couillon du bouquin, mais ça offre des pistes. Ça offre des pistes avec lesquelles vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais on va pas se mentir, et je suis sûr que si vous regardez cette vidéo, vous en faites partie. C'est essentiellement un bouquin de fans de Vampire la Mascarade, écrit pour les fans de Vampire la Mascarade, par les fans de Vampire la Mascarade, et surtout pour les fans du monde de Vampire la Mascarade. Ce livre n'a aucun intérêt pour quelqu'un qui veut juste jouer mécaniquement à Vampire la Mascarade. À ce moment-là, autant acheter le bouquin de la V5, faire son histoire, acheter le bouquin de base de la V20, créer sa propre ville et c'est parti. C'est ce que font... C'est peut-être ça la plus grande ironie que je trouve de Vampire la Mascarade, c'est que c'est comme les cacahuètes. On mange jamais une seule cacahuète, je ne sais pas si vous avez remarqué, on en prend toujours plusieurs, une poignée, plusieurs, et niveau calorique, après on explose, et souvent les cacahuètes on les prend en plus en sortant des chiottes, donc ça veut dire qu'on bouffe toutes les bactéries. Bref, tout ça pour vous dire que pour moi, le métaplot de vampire, tous ceux qui le détestent, finalement, le connaissent plutôt pas mal. Ce qui veut dire qu'il y a aussi une sorte d'addiction, ça tombe bien pour des vampires, au métaplot de Vampire la Mascarade, qui fait que même les gens qui le dénigrent, finalement, le connaissent. Parce que finalement, c'est comme Shadowrun, c'est comme toutes ces gammes vénérables, c'est une gamme qui existe depuis plus de 30 ans et qui a une certaine force dans sa cohésion, dans ses évolutions, qui rend les gens curieux. Et comme les cacahuètes, on ne s'arrête pas à avoir lu un bouquin, on en lit deux, on veut savoir, on lit une page wiki, on en lit deux. Et c'est, je pense, la grande force de... Et je le vois même avec des trucs, moi, ce qui me fait halluciner, enfin, ce qui me fait impressionner, c'est... Il y a une série animée sur Internet, alors c'est pas très bien animé, mais il y a une série animée sur Internet qui s'appelle Hunter the Parenting. Donc c'est pas Hunter the Reckoning, c'est pas Hunter le jugement, c'est Hunter
Hunter, Hunter l'art d'être parent, quoi, de parenting. Donc, et ça retrace en fait, ça suit un groupe de chasseurs façon Hunter the Reckoning dans la vieille édition, donc quand c'est des exaltés, des mecs avec des pouvoirs, des imbued, et ils ont des gamins et tout, et à côté de ça, ils se lient d'amitié et ils cherchent à détruire d'autres créatures du monde des ténèbres. Et j'ai vu beaucoup de gens, sur pas mal de forums, suivent cette série parce que ça les éclate, parce que c'est bien écrit, parce que c'est rigolo, mais vu que la série est basée avec la bénédiction plus ou moins officieuse de White Wolf, de Paradox, sur le vieux monde des ténèbres, et il y a plein de gens qui commencent à s'intéresser à Vampire la Mascarade. C'est pareil avec le jeu vidéo. Il est clair que Vampire Bloodlines a amené énormément de gens qui n'auraient jamais joué à Vampire la Mascarade sur ce métaplot, quelque part. Et c'est peut-être l'une des grandes forces, et c'est pour ça que, évidemment, ça n'aura jamais la force de Donjon, mais je crois qu'il y a vraiment un truc avec Vampire où ils ont réussi à toucher à une époque, un zeitgeist des années 90, avec la culture goth, avec tout ce qui en découle, mais que cette proposition est si forte qu'elle peut survivre à l'heure actuelle. C'est comme... je sais pas, j'ai pas d'exemple très intelligent à vous donner, mais il y a des modes, il y a des choses qui sont redécouvertes par la génération actuelle, je sais pas, les clubs de lecture, le tricotage, le tricot, il y a des choses comme ça qui semblaient un peu has-been, et qui finalement sont redécouvertes à un moment par des gens qui ont des yeux complètement neufs sur ce qui a été fait il y a 20-30 ans, qui ne sont pas des vieux grognards de l'enfer, et qui se disent, bah ouais, en fait, il y a des choses à faire, et c'est très intéressant. Et je pense que c'est ce qu'a essayé de faire Paradox, et ils se sont complètement cassés la gueule parce que leur jeu vidéo est parti dans tous les sens, mais ils auraient réussi à faire un coup comme Baldur's Gate 3, je peux vous assurer que Vampire, c'est dans un bien meilleur état qu'elle l'est aujourd'hui. Et quand je vois, alors j'ai pas encore lu, je suis sûr que j'aurai plein de retours de votre part, mais je l'ai pas lu, il y a les règles bêta qui sont sorties de la V6 de Vampire. Donc on rappelle, la V5 a été faite par Renegade Games, sous licence de Paradox, qui possède les droits. Paradox est un éditeur de jeux vidéo. Paradox a repris les droits à Renegade, qui immédiatement a proposé un jeu basé sur l'univers de Anne Rice. Et donc Paradox a refondé un studio qui s'appelle White Wolf, qui est en train de faire une V6. Je l'ai pas lu, donc je suis pas, et j'aime pas les règles. En fait, ça me fait chier le côté. Je suis pas très. Autant j'aime bien lire les. Enfin voilà, j'aime bien lire, j'aime bien les scénarios, j'aime les illustrations, mais j'avoue que les règles, je suis pas très bon. Et souvent, ça m'intéresse pas. Moi, je prends les règles comme elles sont écrites, parce que je pars du principe qu'on doit donner la chance à ceux qui ont conçu le jeu, mais je peux pas. Et j'ai pas le fait de boulot sur la V6, donc il faudrait que je lise ça un peu plus en plan. Mais ça augure qu'il y a une nouvelle V6 qui va sortir, et je pense que l'espoir, c'est que en ayant le studio de jeu de rôle en interne chez Paradox, ils puissent relancer toute une gamme de jeux vidéo qui marche très bien. Sachant qu'à côté aussi, il y a des choses qui marchent plus ou moins, c'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de jeux vidéo, mais c'est des petits jeux vidéo, essentiellement des fictions interactives qui existent sur Steam. Il y a une série de podcasts animés façon Actual Play qui s'appelle LA by Night, qui est animé par un des types qui bosse, je crois, chez Paradox, et qui reprend donc des personnages de Dead of the Night et d'autres personnages qui sont récurrents de Los Angeles by Night et qui sont approuvés par White Wolf. C'est pas moi qui le dis, c'est un des d'entre vous qui avait commenté sur l'une des premières vidéos. Donc voilà, je sais pas du tout ce que ça va donner, je sais pas si Vampire existera encore dans 10 ans, mais je pense que ouais, ça va continuer à vivre, ça va tomber en torpeur, ça va se casser la gueule, puis il y a des gens qui seront motivés, qui vont le racheter, qui vont le remettre au goût du jour, et puis il y a le passage du temps, il y a les générations qui passent aussi, enfin, mine de rien, il y a déjà un frère Wick qui est mort, Mike Reinhagen, il doit avoir pas loin de 60 ans, donc il y a un moment aussi où ça va changer. Tout ce que j'espère, moi, le seul truc qui me fait vraiment peur, c'est qu'avec le délire corporatiste qu'il y a aujourd'hui, à savoir, moi j'achète une IP, donc j'ai une licence intellectuelle. J'essaie de la protéger, j'essaie de la garder, et donc j'étouffe un peu tous les efforts créatifs qui sont faits. Et ça me fait très très peur, parce que j'ai trouvé vraiment que la présentation faite par White Wolf, elle était hyper carrée, on avait l'impression que tous les mecs, ils avaient été briefés par des gens des relations publiques, et ouais, c'est pas... Je compare avec Cubicle 7, où malgré le fait qu'ils soient en négoce avec Games Workshop, et qu'ils savent pas bien gérer leur boîte, parce que clairement, quand j'entends les échos du type qui a fait Soulbound, donc Age of Sigmar en jeu de rôle, ça envoie pas du rêve. Des fois, c'est un peu plus bordélique, c'est un peu plus chaotique, et je trouve que c'est plus sympa, en fait, que... ou même Freely, qui balance des fois des scoops, ou qui est plus... Je sais pas, j'ai vachement de mal, en fait, avec l'approche qui est faite de Vampire.
Mais bon, on verra, écoutez, tant que le Storyteller Vault existera et que les gens feront des trucs de fans, bah, ça continuera d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, en tout cas, c'était un été avec Beckett, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut!